Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvel épisode de QLS. On a viré Bradley parce que ça y est, hein. Je suis beaucoup mieux que Bradley Voilà, déjà. des performances vraiment douteuses, des Nul. analyses vraiment douteuses. Sur le terrain comme dans QLS. Voilà, exactement. Donc franchement, on s'en passe. Du coup, je l'ai remplacé par mon petit bébé, Morgzouz, qui va nous gratifier de ses analyses aujourd'hui. Oui. Je vaux le détour comparé à Brad, je vaux le détour. Voilà, ok. Et bah écoute, on est parti tout de suite. Let's go. On est parti sur les clubs français, c'est parti. C'est parti. Alors, on est parti sur les clubs français. Allez. Du coup, qu'est-ce que t'as pensé de la semaine des clubs français? Voilà. Ok. Salut. Non, donc plus sérieusement, Brad n'est pas là aujourd'hui, donc je vais faire l'émission tout seul parce que quand même, il s'est passé des choses cette semaine. Je sais que ce sera moins dynamique, mais bon, du coup, j'ai un peu interagi avec vous sur les réseaux pour qu'on communique, que ça soit pas trop juste un monologue de ma part. Donc on va juste parler des clubs français rapidement. On va pas faire forcément le débrief de toutes les équipes comme on a l'habitude de faire. Ce sera un peu particulier, mais bon, on va essayer de se débrouiller. Du coup, sur la semaine des clubs français, on était plutôt content en début de semaine. J'ai envoyé un message à Brad. Moi, j'étais content personnellement puisque l'Asvel a battu l'Étoile Rouge qui avait fait 2 victoires la semaine dernière avec un match plutôt sérieux et abouti. Donc on s'est dit, en plus, il y a Yakov qui a joué, qui a fait une bonne rentrée. Il y a Mbaye Ndiaye qui a joué, qui a fait une bonne rentrée. Il y a Boris Dalot qui a joué un petit peu aussi, mais qui a fait une moins bonne rentrée. L'Asvel gagne en jouant à 10, 11. On se dit, c'est cool. Et puis, ils sont retombés dans leur travers contre Berlin. Bon, là, c'était vraiment l'Asvel comme on n'aime pas le voir. Des pertes de balles, pas de repli défensif, des trucs faciles ratés, etc. Donc, ils repassent dernier d'Euroleague du coup avec cette défaite contre Berlin. En plus, je crois qu'ils perdent de pas mal. Donc l'Asvel, on va pas s'étendre dessus plus que ça, puisque de toute façon, leur seul objectif c'est de ne pas finir dernier d'Euroleague par rapport à Berlin. C'est un objectif dont on ne va pas débattre très longtemps. Par contre, on peut parler de Monaco. Et du coup, je vous ai demandé sur Instagram, est-ce que vous pensez que Monaco peut finir top 4, sachant que actuellement Monaco et à la 8ème place à 11-10 et la 4ème place c'est le Pana qui est à 13-8, donc ils sont à 2 matchs derrière. Les 4 premiers c'est donc le Real, le Barça, Bologne et le Pana. Ensuite il y a Fener, Maccabi, Olympiakos, Monaco, Partizan, Baskonia et ça c'est jusqu'à la 10ème place. Monaco qui donc fait un partout sur cette semaine, qui va faire une grosse victoire face à Baskonia avec un Mike James de gala évidemment, mais des intérieurs aussi, Mam Jaite, Donatas Moteyunas qui ont fait des bons matchs. En face il y avait de l'opposition, il y a Cody Miller-McIntyre qui fait un gros match aussi, dans la distribution. Voilà, c'était une grosse victoire parce que Baskonia c'est pas facile à opérer, c'est une équipe qui, même si elle a un peu baissé de rythme ces dernières semaines, c'était une grosse équipe d'Euroleague, enfin c'est toujours une grosse équipe d'Euroleague avec des joueurs qui sont candidats, comme on en a parlé dans notre vidéo sur les MVP. On parle bien sûr de Shima Moneke. Donc voilà, ça c'est une grosse victoire. On s'est dit, bon, vas-y, c'est bien. Il y avait toujours ce peloton d'équipes entre la 3e et la 10e, 11e place. Ok, ils vont jouer sur le deuxième match le Pana. Ils se sont fait taper chez eux sur un tir au buzzer de Grigonis. On en a parlé avec ce qui s'est passé avec Eli Okobo. Eli Okobo qui, je le rappelle, est suspendu par son club. Et donc on s'est dit, bon, ils vont avoir l'esprit de revanche. L'esprit de revanche, on l'a pas vu. On l'a pas vu parce que déjà le Pana a eu une grosse adresse. Il commence à 7 sur 9 à 3 points dans le premier quart-temps. Mathieu Strazel qui a eu du temps de jeu, puisqu'on l'a dit avec la suspension d'Eli Okobo, et qui a fait son meilleur match en Euroleague. Kemba Walker que j'ai trouvé un petit peu moins bien sur ce match-là, qui était défendu par Kendrick Nunn. Et Kendrick Nunn, franchement, aussi fort qu'ils sont en attaque, en défense c'est vraiment un plot. On a vu Strazel qui l'a attaqué, des fois Jordan Lloyd. Enfin, je sais pas si Jordan Lloyd joue sur ce match-là, mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a eu quelqu'un qui a attaqué sur Kendrick Nunn, ça c'est bien fini. C'est dommage que Kemba Walker ait pas eu l'initiative de le faire. À côté de ça, il y a Jaren Grant qui fait un match monstrueux défensivement sur Mike James, qui l'a mis dans de la frustration, qui a fait ressortir le Mike James qu'on n'aime pas, entre guillemets. Et donc, Jaren Grant, vraiment un gros boulot. J'avais vu que Basket News avait fait un sondage sur les défenseurs de l'année et que Jaren Grant était parmi les cités. J'avais vu aussi d'autres médias qui couvrent l'Euroleague qui disaient que Jaren Grant, s'il était cité parmi les meilleurs défenseurs de l'année, c'était qu'on connaissait pas le basket.
Bon là en l'occurrence sur ce match-là il était vraiment monstrueux défensivement et c'est vrai que bah, du coup ça attire un petit peu de lumière ce sondage pour faire attention un petit peu au travail de l'ombre qui fait parce que c'est vrai que Kendrick Nunn est arrivé, il score beaucoup et on a tendance à oublier aussi les soldats défensifs comme par exemple Alpha Diallo ou John Brown côté Monaco. À côté de ça Mathias Le Sort dans la lignée de sa saison exceptionnelle, présent en attaque, présent en défense. Donc voilà. C'est dommage pour Monaco parce que du coup, ils se retrouvent toujours dans le ventre mou alors qu'il y avait peut-être moyen d'aller prendre un petit peu d'avance comme l'ont fait les équipes du top 4. Donc pour répondre à la question que j'ai dit sur les réseaux, moi personnellement, je pense que Monaco ne fera pas top 4 et je vous explique pourquoi. Monaco, ils sont capables d'alterner le très bon comme le moins bon. On l'a vu face au Barça, ils ont fait une démonstration de basket. Et par exemple, des matchs comme le Maccabi ou l'Alpana, on a senti qu'ils étaient vraiment pas dedans. Devant, il y a le Real, ils passeront pas devant. Barça qui s'est quand même bien remis en route après son petit passage à vide, qui reprend la deuxième place. Bologne qui par contre commence à ralentir un petit peu, qui a fait 2 défaites cette semaine. On a l'impression que Schengelia commence à être un peu fatigué, il a moins joué sur le deuxième match. Donc voilà. Et il y a le Pana du coup qui prend la 4ème place à égalité avec le Fener à 13-8. Pour moi, Monaco n'est pas assez constant. En plus, il y a plein de dramas. Il y a Eli Okobo qui a été suspendu. Il y a l'arrivée de Kemba Walker qui a fait beaucoup de bruit médiatiquement parlant. Mike James qui fait une saison de MVP. Mais ça reste Mike James et on a vu que des fois il est encore capable de se frustrer, même si ça pénalise beaucoup moins l'équipe que les années précédentes, ça je peux l'entendre. Voilà, les rotations à l'intérieur qui sont dures à trouver aussi, et parfois des rotations un petit peu douteuses comme on en avait parlé sur le match contre le Maccabi par exemple, avec la gestion de Memjaite, avec la gestion de Kemba Walker. Monaco, pour moi, ira en play-off. Peut-être qu'ils devront passer par les play-in, à voir, parce que c'est vraiment, ils sont très durs à cerner, parce que voilà, ils alternent le très bon et le moins bon. Mais à côté de ça, je pense quand même que c'est suffisamment costaud pour ne pas descendre sous la 8ème place. Donc ça, c'est mon avis. On verra ce qui se passe la semaine prochaine. Bon, sachant que la semaine prochaine, Monaco reçoit le Real. Donc, c'est pas dit que le match contre le Pana, ils le regrettent pas. Parce que bon, le Real, même s'ils se sont fait attraper 1 ou 2 fois, après voilà, Monaco c'est une équipe qui est capable d'attraper le Real. On a vu que le Real aussi avait des petites baisses de régime de temps en temps, même s'ils arrivent à finir par prendre les matchs. Mais voilà, pourquoi pas. En tout cas, ça va être un très beau match. J'ai hâte de voir. Et merci l'Euroleague de nous laisser un peu souffler avec une semaine à une seule journée. Bon, globalement, si je regarde les réponses que vous m'avez fait sur Monaco, vous êtes à peu près 50% à penser qu'ils vont faire top 4 et 50% à penser qu'ils vont pas le faire. Donc ça prouve bien que c'est une équipe qui est très difficile à lire. Donc on va voir ça dès la semaine prochaine contre le Real. Quel visage ils vont montrer. On a vu sur le dernier gros match contre le Barça qu'ils ont éclaté ça. Maintenant contre le Pana c'était plus compliqué. Donc on va voir. Ensuite, donc on va pas faire le weekly review. Je vous ai fait un petit peu le classement. On va parler surtout de quelques sujets en particulier. Surtout que je suis tout seul. Donc ça va être un peu chiant si je déblatère. Du coup, est-ce que les fesses, pour vous, peut rattraper le play-in? Alors, la majorité d'entre vous, vous m'avez dit que non. Et je pense que je suis d'accord parce qu'on va parler tout de suite du classement. Les fesses est actuellement 15e à 8-13, sachant que pour le play-in, il faut être 10e à 11-10. C'est Baskonia. Donc, ils ont 3 matchs de retard sur la 10e place. 3 matchs de retard, sachant que pareil, c'est pas une équipe qui est non plus dans une super bonne dynamique, même s'ils ont fait un très bon match. Je sais plus c'était contre qui, j'ai regardé il y a pas longtemps en plus. Mais bon bref, ils ont fait un très bon match où ils ont... Ah c'était contre Bologne justement, où ils ont dominé une équipe qui était longtemps 2e du championnat. Mais le problème c'est que voilà, ça dépend de... Même si Shane Larkin ne fait pas un match de ouf, il y a Elijah Bryant qui a pris le relais. Ça va reposer sur des exploits individuels. Et ils ont défendu... Moi j'ai l'impression que Bologne était vraiment fatigué parce que la défense qu'ils ont proposée, je les ai jamais vus défendre comme ça. Et je doute franchement qu'ils soient capables de défendre comme ça contre toutes les équipes. Là, Bologne, il y a Bellinelli, il est vieux. Schengelia, il était fatigué, il est un peu âgé aussi. Cordini un peu moins en vue. Lundberg n'a quasiment pas joué. C'était un match bizarre. Il n'y a pas vraiment eu de match d'ailleurs. Donc voilà, les fesses, moi personnellement, j'y crois pas, je suis d'accord avec vous. Je pense que la marge va être trop haute. Et du coup, ça va poser la question aussi de reconstruire, même si c'est pas comme en NBA où il y a des drafts, etc. Mais voilà, le cycle des doubles champions commence à paraître loin, même s'ils ont perdu Mitic, ils ont perdu pas mal de joueurs depuis. Mais il y a toujours des grosses individualités, Bobois, Larkin, Clyburn, même si là il est blessé.
Et puis on a parlé des recrutements sur les pivots. C'est vrai que Mike Dome n'a pas joué non plus contre Bologne, je sais pas pourquoi. Mais voilà, je pense que ça va être trop juste, surtout que les équipes qui, franchement, pour être dans les 10 premiers, il y a des grosses équipes cette année, l'Euroleague c'est vraiment sérieux. Donc pour moi les fesses, ça ne fera pas le play-in. Troisième question que je vous ai posée, est-ce que le Maccabi Tel Aviv peut créer la surprise en play-off? Parce que le Maccabi, c'est vrai qu'ils ont une saison un peu compliquée, ils jouent pas à domicile, enfin ils jouent à domicile mais pas chez eux, à huis clos. Et malgré ça, ils sont 6e à 12-9, sachant que là ils ont perdu un match aux Partisans où ils menaient de 24 points et ils ont réussi à se faire remonter quand même. Bon, c'est pas facile de jouer aux Partisans, mais ils avaient quand même le match bien en main. Avec Lorenzo Brown, comme on l'a dit, qui fait une saison en demi-teinte, Will Banwin qui est un peu mieux, Bonzi Colson qui est toujours là, Josh Nibo qui fait une saison, pas MVP, mais de très très haut niveau. Ils ont des joueurs de rôle, ils ont des forts défenseurs, ils ont des shooters. Le Maccabi, c'est quand même une équipe où il faut faire attention. Maintenant, j'ai du mal à les voir sur une série de 5 matchs en play-off, sachant que c'est sûr qu'ils ne vont pas faire top 4. Donc soit ils vont jouer le Real ou le Barça, Bologne ou Fener ou le Pana. De ces équipes-là, j'imagine. J'ai du mal à y penser qu'ils vont être top 4. Sur 5 matchs, je ne les vois pas battre aucune de ces équipes. Ni le Barça, ni le Real, pour moi, c'est au-dessus. Le Pana, je pense que justement, le fait de jouer à huis clos, ça va les desservir. Parce que aller jouer au Pana en play-off avec la saison qu'ils sont en train de faire, mine de rien, je pense que les supporters ils vont être chauds. Bologne aussi, là-bas, c'est chaud. Et Bologne, je pense que c'est quand même au-dessus, en tout cas en termes de régularité, que le Maccabi. À voir, surtout que le Maccabi c'est une équipe qui est très axée sur leur poste extérieur et qu'on a déjà dit que Bologne en termes de défense extérieure c'est très très sérieux et surtout à Bologne il y a beaucoup d'extérieurs qui sont grands. Lundberg, Daniel Hackett, Paiola, Cordigné, Bellinelli, ils sont tous grands en fait, ils font tous presque 2 mètres et le Maccabi a beaucoup de derrière qui sont petits, à part Will Badwin, on a quand même Di Vincenzo qui est revenu, Tamir Blatt et Lorenzo Brown. Donc du coup je pense qu'ils vont être punis si jamais ils tombent contre Bologne en play-off par la dimension physique. Et après, comme je vous ai dit, sur les autres équipes, pour moi, ça passera pas. Donc, créer la surprise, déjà, se qualifier en play-off, vu la saison, c'est déjà une très bonne saison. Maintenant, je ne les vois pas atteindre le Final Four. Et d'ailleurs, pour la grande majorité, vous êtes d'accord avec moi. La plupart des gens, vous m'avez dit non. Donc, on est un peu tous d'accord sur ça. Alors là, on a 2 gros sujets. Le premier, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu donc, sur mon Instagram, vous pouvez me follow sur Instagram, Osfit, il y a des pourparlers qui sont quand même assez avancés pour qu'une équipe de Dubaï rejoigne l'Euroleague. Alors est-ce que ce sera l'année prochaine, est-ce que ce sera dans 2 saisons ou quoi que ce soit, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, ça pose question, ça a relancé les débats, etc. Et donc c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé dans un des QLS où on parlait du Maccabi Tel Aviv et je disais que Tel Aviv c'était pas en Europe, qu'est-ce qu'il foutait en Euroleague, et j'avais donné l'exemple, est-ce qu'on va avoir une équipe du Caire ou de Dubaï, etc. Bon apparemment, ils m'ont pas écouté parce que c'était déjà en tractation, mais voilà, c'est en cours. Donc bien sûr d'un point de vue financier ça peut être intéressant. Maintenant, je vais pas dire qu'on fait les puristes parce que c'est du basketball européen, etc. Mais c'est vrai que ça va plus trop devenir l'Euroleague et ça va devenir une ligue plus globale. Après, ça peut l'être, il faut juste l'assumer. Faut pas, voilà. Là où je trouve que c'est dommage, c'est que il y a beaucoup de gens qui, moi j'ai vu des réactions sur ça, qui disaient oui, justement, sportivement, c'est plus le basketball européen, on va plus en Europe, en plus de l'aspect écologique, etc. Tel Aviv, c'est pas en Europe. Pourtant, il n'y a pas de problème. Donc à partir du moment où il y a Tel Aviv qui est dans une compétition européenne, Dubaï, pourquoi pas? D'autant plus que financièrement, ça va rapporter de la visibilité, ça va rapporter 150 millions à l'Euroleague, je crois, et 1 million pour tous les clubs. Alors, c'est vrai qu'en termes d'écologie, c'est pas l'idéal, mais si les instances sportives se souciaient de l'écologie, on en saurait quelque chose. Je rappelle que les Jeux Olympiques d'hiver de 2029 vont en Arabie Saoudite. Pour faire du ski, il y a quand même mieux. On ne parle pas de la Coupe du Monde au Qatar avec les stades climatisés, etc. Mais je ne leur jette pas la pierre. On voit la préparation des JO, comment ça se passe en France. C'est tout un autre débat. Mais ça, c'est sur l'aspect écologique qui, je pense, ne préoccupe pas du tout les dirigeants de l'Euroleague et de clubs d'Euroleague. Donc ce qui compte, en fait, ça va être surtout de développer la marque Euroleague, de faire grandir le business, un peu comme la NBA qui fait des matchs un peu partout, à Abu Dhabi, à Paris très récemment, en Chine, qui commence à essayer d'instaurer la balle pour s'implanter sur le continent africain. Donc l'Euroleague, je pense, veut faire pareil. Et donc, en ce sens,
je vois pas pourquoi ne pas rajouter une équipe de Dubaï, même si c'est vrai qu'il y a un peu plus de décalage horaire. Après, c'est franchement jouable, hein. Tu mets les matchs à 18h, il y a 3 heures de décalage horaire, ça va, je pense que les organismes peuvent s'adapter. Et bah là, vos avis sont partagés. Il y a plusieurs avis qui me disent que Dubaï n'a rien à faire en Euroleague, que Dubaï n'est pas en Europe, etc. Bon, ça c'est pas nouveau, mais Tel Aviv non plus, et Tel Aviv y est. Voilà, donc il y a Ice Rose Paris qui me dit que voilà, pas plus anormal que le Maccabi, les joueurs de Dubaï vont manger des heures d'avion. Ça c'est sûr, ils vont faire beaucoup de trajets. Mais il y avait même des discussions qui disaient voilà, en fait ils ont tellement de possibilités financières, ils peuvent même mettre des lignes régulières, on va dire directes, sans faire d'escale pour aller dans les villes des clubs d'Euroleague. Ça fera monter la puissance du basket en dehors des US et ça augmentera le nombre d'investisseurs, ça c'est vrai. S'il y a de l'argent et même avec maintenant l'image que Dubaï a, et ça va un peu rajouter un côté bling bling à l'Euroleague qui en termes de ligue, commence à monter, à prendre de plus en plus d'images. Et voilà, par exemple, nous, on fait du contenu Euroleague, on n'est pas les seuls, mais ça commence à se développer de plus en plus. Et j'imagine, même si j'ai pas la prétention d'influencer qui que ce soit, mais j'imagine qu'il y a des gens qui ont déjà regardé des matchs d'Euroleague parce qu'on en a parlé, parce qu'on en a fait la promotion indirectement. Donc voilà, c'est sûr que rajouter une ville comme Dubaï, qui est un peu le Las Vegas du Moyen-Orient, va rajouter un côté bling-bling et un bel emballage à l'Euroleague. Il y a mon gars Gino du Lab B-Ball qui me dit qu'il trouve ça bien avec le recul. La NBA le fait et le foot le fait aussi. Bon, est-ce que la NBA le fait? La NBA n'a pas mis d'équipe de NBA à Dubaï. Bon, après c'est sûr que c'est pas les mêmes trajets, mais voilà, c'est avant tout, en fait, il faut comprendre que ces trucs-là, c'est business. C'est que l'Euroleague, oui, nous on est là, on voit du beau basket, etc. Mais c'est du business. Comme la NBA, c'est du business. Et on le voit souvent en NBA où il y a les trades, etc. L'aspect basket, l'aspect émotionnel, l'aspect passion est au second plan. Pour les décideurs, pas pour les joueurs, mais pour les décideurs. Et crois-moi que c'est comme tous les joueurs qui sont partis jouer en Arabie Saoudite. Crois-moi que si tu proposes un chèque, j'ai entendu des noms, Chris Paul, même Chris Paul, prenons Chris Paul. Chris Paul, il a 39, 30, 40 ans. Sa carrière, elle est quasiment finie, on va dire, même si là, il fait encore une bonne saison avec Golden State. Tu lui dis, vas-y, je te passe 50 millions la saison, crois-moi qu'il va venir. Hein. Et ils ont les moyens de le mettre. Quand tu vois, même si c'est l'Arabie Saoudite, mais c'est des pays qui ont énormément d'argent, ce qu'ils ont proposé pour Mbappé, ce qu'ils ont proposé pour Cristiano Ronaldo, enfin bref, tous ces joueurs-là, ils ont les moyens de faire venir des joueurs qui, entre guillemets, n'ont plus rien à prouver, plus rien à jouer, tu vois. Donc, à voir. À voir. Moi, personnellement, je suis pas spécialement pour, mais après, c'est vrai que il y a le Maccabi Tel Aviv, donc à partir de là, voilà. À voir. En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est surtout que le Paris Basketball, il sera l'année prochaine. Ça, c'est encore un autre débat. Ok, dernier thème de la vidéo. Donc, la question que j'ai posée, c'est quelle raquette pour l'équipe de France aux Jeux Olympiques? Sachant que Wembanyama, il sera, Rudy Gobert, il sera. Et que Nicolas Batum va jouer poste 4. Même si je pense que tu peux le décaler sur poste 3 de temps en temps, maintenant il veut jouer poste 4, enfin Vincent Collet veut le faire jouer poste 4. Ça veut dire que, sachant que tu as une liste de 12, tu fais un choix, est-ce que tu pars avec un peu plus d'intérieur ou un peu plus d'extérieur, mais ça laisse déjà pas beaucoup de place. Parce que dans les candidats, il y a Gershon, et je pense que Gershon aujourd'hui est indéboulonnable en équipe de France sur le poste 4. Est-ce que tu vas faire jouer Wembanyama sur le poste 5? Est-ce que tu vas faire jouer sur le poste 4? On voit à San Antonio qui s'éclate beaucoup plus sur le poste 5. Après, quand il était à Levallois avec Vincent Collet, il jouait plutôt 4. Enfin, avec Ibrahim Afalfay, il jouait avec des 5 qui étaient très mobiles à côté. Donc, une raquette avec Gobert, à voir. Par contre, tu fais une raquette avec Mathias Le Sort, par exemple, ça peut être intéressant. La question, ça va être la suivante. Pour moi, il y a 3 gros intérieurs en Euroleague cette année français. Vincent Poirier, Mathias Le Sort, Mousfal. Les 3 font des saisons de ouf. Maintenant, la question, c'est que tu ne pourras pas prendre les 3, sachant que tu as déjà Gershon, Wemby, Gobert et potentiellement Batum sur le poste 4. Tu ne pourras pas prendre les 3 et peut-être que même tu ne pourras pas en prendre 2. Donc, moi, je me demande qui est-ce qui va prendre. La majorité, vous m'avez dit, alors Le Sort et Fall, Poirier, Wemby, Gobert, il y en a qui m'ont dit qu'ils ne savaient pas, il y en a qui m'ont parlé plutôt de l'association sur les titulaires. Donc, apparemment, on a tous du mal puisqu'il y a eu Le Sort, Fall et Poirier. On va regarder les stats et on va voir un petit peu, on va essayer de démêler tout ça. On va se mettre à la place de Vincent Collet 2 minutes. Alors, le premier candidat, monsieur Mathias Le Sort. Donc Mathias Le Sort, je vais vous donner ses stats déjà. Donc il a 13,8 points, 5,8 rebonds,
à peu près une passe, une interception, un peu moins d'un contre, 18,9 d'éval en moyenne sur la saison. Il joue 27 minutes en moyenne. Et donc du coup en termes d'éval, c'est le sixième meilleur à l'évaluation. Juste derrière, donc Mike James qui est passé meilleur éval, Shane Larkin, Mirotic, bon, qui joue plus depuis un moment, Moneke, Shengelia. Donc il est quand même avec des joueurs calibre MVP. Donc franchement en termes de saison individuelle, c'est très difficile de se passer de Mathias Le Sort. En plus de ça, c'est un profil qui peut bien fit à côté de Gobert et de Wembanyama parce qu'il va être plus mobile. Tu peux le faire jouer poste 4 entre guillemets, même s'il ne va pas trop s'écarter, mais voilà, il est capable de mieux se déplacer et même défensivement, ça va être moins une protection près du cercle, mais il va plus facilement peut-être switcher sur des petits. Cela dit, les deux autres, c'est aussi des très forts défenseurs sur les switches. Le Pana, on l'a dit, est 4e d'Euroleague, donc collectivement, en plus, ils font une bonne saison. Et Mathias Le Sort est un des principaux artisans, on l'a déjà dit, de cette réussite. Donc Mathias Le Sort, très très fort candidat. Maintenant, le meilleur intérieur du Real de Madrid, Vincent Poirier. Donc Vincent Poirier, cette saison, en 18 minutes, donc quand même 10 minutes de moins, il a 9,5 points, 4,4 rebonds. Bon, les passes et les interceptions, on n'en parle pas. 1,5 contre, 13,6 d'éval. En 18 minutes, c'est très très sérieux. Le Real est premier. Il roule sur l'Euroleague. À chaque fois qu'il est sur le terrain, on sent sa domination. Alors forcément, il y a eu des matchs où c'était un peu moins bien, mais le problème c'est que tu as Tavares de l'autre côté. Donc bon, voilà. C'est un top pivot d'Euroleague. Ça, la discussion n'est même pas ouverte. C'est clairement un top pivot d'Euroleague. Maintenant, il est dans un rôle où il joue avec Chacho, qui le trouve beaucoup sur des alley-oops, qu'il le trouve très bien, et lui il se déplace très bien sur les pick and roll. C'est un très bon défenseur de cercle, meilleur défenseur de cercle que Mathias Le Sort. Je pense meilleur défenseur de cercle que Mousfal, même si Mousfal est très bon aussi en termes de contre, mais un peu moins aérien, on va dire. Je pense moins bon rebondeur que Vincent Poirier. Et puis Vincent Poirier, mine de rien, il met quelques tirs à 3 points, il met des petits tirs à mi-distance, donc potentiellement sur un poste 4 de grande taille, parce qu'il est quand même grand, ça peut être intéressant. En tout cas, voilà, collectivement, ils font une énorme saison, et individuellement, il fait une énorme saison aussi. Mousfal, du coup. Mousfal, pareil, grosse saison, même si statistiquement, ça se ressent un petit peu moins. 7,7 passes, 4,6 rebonds, 7,7 points, 4,6 rebonds, 2,7 passes, 0,3 interceptions, 1,2 blocs, 14,7 d'éval. Et il joue 22 minutes, donc un peu entre les deux. Donc en termes d'apport en fonction du temps de jeu, je dirais qu'ils sont à peu près équivalents. Maintenant, c'est des profils qui sont un peu différents. Mousfal, c'est, on va dire, le meilleur point de fixation à l'intérieur des trois. C'est-à-dire que tu peux lui donner la balle en bas, il peut aller te mettre des points près du cercle. Mathias Le Sort, il le fait beaucoup mieux cette année. Il le fait beaucoup mieux cette année de poster, il le fait beaucoup avec son spin, finir main gauche et tout. Donc sur ça, il a vraiment beaucoup progressé. Maintenant, Mathias Le Sort est quand même plus petit que Mousfal. Mousfal, je ne sais pas combien il fait, mais je pense qu'il doit être dans les 2,15, 2,16 au moins, alors que Mathias Le Sort, il fait 2,6, 2,8. Donc c'est quand même 10 cm de différence. Ensuite, Mousfal est le meilleur pivot passeur des trois. C'est-à-dire qu'il peut créer du jeu autour de lui, on le voit sur l'Olympiakos, les mecs qui jouent beaucoup autour de lui. Est-ce qu'en équipe de France, ça va être le cas ? On a vu son utilisation lors de la dernière Coupe du Monde, on a vu son utilisation avant lors de l'Euro. J'ai pas vraiment l'impression que Vincent Collet ait pour projet d'utiliser comme ça. Et vu comment ça s'est passé même, alors que c'était déjà un gros pivot d'Euroleague l'année dernière, l'Olympiakos, ils ont roulé sur tout le monde. Est-ce qu'il aura déjà envie de revenir en équipe de France ? Si tu cherches un profil qui est différent de Gobert, de Yabusele, ou de même Mathias Le Sort, etc., prends Mousfal. Mais est-ce que Mousfal va pas prendre la lumière de Wembanyama, qui lui, pour le coup, est un intérieur qui est capable aussi d'être mobile, de passer, évidemment, en termes de dissuasion. Bon, de toute façon, c'est le meilleur joueur sur le secteur intérieur, hein, sur ça, il n'y a pas débat. Donc voilà. Moi, je pense que Mousfal, malheureusement, aussi fort soit-il, avec le passif qu'il y a en équipe de France, je pense que déjà, lui, il ne sera pas vraiment chaud pour venir. C'est mon avis, hein, j'ai aucune source sur le sujet. Et en plus de ça, l'utilisation qui risque d'en être faite va peut-être pas coller avec une raquette qui va déjà être grande et des joueurs qui potentiellement pourront moins bien s'écarter. Pour moi, ça va se jouer entre Poirier et Le Sort. Et actuellement, j'irai plus vers Vincent Poirier. J'irai plus vers Vincent Poirier parce que c'est quand même un mec qui est capable de s'écarter, donc un peu de libérer de la raquette.
il va être meilleur protecteur de cercle que Mathias Le Sort. Il va pas vraiment avoir besoin de la balle sur du post-up, où là tu vas pouvoir jouer sur Gershon un peu plus et jouer sur Wemby un peu plus. Il va pouvoir courir, et il a des qualités athlétiques, bon, Mathias Le Sort aussi évidemment, et en plus de ça, c'est un joueur qui joue avec Gershon en club, et du coup qui va déjà avoir une connexion que n'aura pas forcément Mathias Le Sort, puisqu'il n'y a pas d'autres Français au Pana. Donc pour moi je prendrais Vincent Poirier avec du coup Wembanyama, Gershon Yabusele, Rudy Gobert et Nicolas Batum dans la raquette. Si il considère que Nicolas Batum est sur le poste 3 et que tu veux prendre un intérieur en plus, bah dans ce cas-là, je prendrais pas Le Sort, je prendrais Fall pour avoir un profil un peu différent dans les intérieurs pas sûrs d'avoir leur place. Mais bon, ça c'est mon avis. On verra la suite de la saison, comment ça se passe, en espérant que personne ne se blesse et que de toute façon les performances sur la fin de saison vont être déterminantes aussi. Donc voilà, sachant que le Real, à mon avis, ils vont aller très très loin cette année, donc Poirier aussi risque d'avoir une grosse cote, on va dire, à la fin de la saison. Bon voilà, j'ai fait mon émission tout seul, comme un grand. C'était un peu différent d'habitude, mais on a pu échanger sur les réseaux sociaux par rapport au sujet dont on a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, Instagram, TikTok, c'est toujours aussi de toute façon. La semaine prochaine, Brad sera de retour, donc on pourra reprendre les émissions normales, même si je pense que c'était mieux aujourd'hui. Et voilà, n'hésitez pas aussi à commenter, n'hésitez pas à liker, n'oubliez pas, vous regardez les vidéos, je vois qu'il y a des vues. Enfin, je dis pas que je fais des vues de ouf, mais il y a quand même des vues. Donc n'hésitez pas juste à appuyer sur le bouton like, ça ne coûte rien. Et nous, ça fait augmenter le référencement et la visibilité. À la semaine prochaine pour le nouveau débrief, le retour de QLS avec Bradley, ce petit, je ne vais pas l'insulter. Bisous!